Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette salle et puis dans ce merveilleux cadre. Je m'appelle Philippe de Ruder, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je suis passé à l'action personnellement, puisque c'est le thème de notre rencontre de cet après-midi. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, un ex-patron d'entreprise. J'avais une entreprise et j'ai décidé de démissionner de cette entreprise en 1992, tout simplement parce que j'étais choqué dans mes valeurs humanistes au plus profond de moi, parce que le rêve que j'avais, ou du moins l'imagination que j'avais du monde de l'économie et de l'entreprise, ne se réalisait pas dans mon quotidien. L'entreprise réussissait, on gagnait de l'argent, tout allait bien tout allait bien selon les critères socio-économiques dominants, mais en ce qui me concerne, moi j'étais très profondément heurté parce que je voyais que je faisais un métier que j'aimais, mais je n'aimais pas la façon dont je me sentais de plus en plus obligé de le faire. Et puis comme c'était dans les années 80 et jusqu'au début des années 90, je voyais les choses se disloquer de plus en plus dans le monde, et j'étais voilà, j'avais plus envie de contribuer à cette dynamique qui faisait que la fracture sociale s'élargissait entre les plus riches et les plus pauvres, que la nature était de plus en plus fragilisée, et que c'était tout à fait pour moi paradoxal par rapport au potentiel, aux atouts que nous avions tous entre les mains, parce que l'humanité n'a jamais eu autant de connaissances et jamais eu autant de technologies et donc d'outils à sa disposition pour créer des conditions de vie épanouissantes et dignes pour tous sur la planète. Donc j'étais vraiment en profond questionnement. Je voyais que le système en place était devenu complètement fou et suicidaire. Je n'avais plus envie d'y contribuer, mais je ne savais pas trop quoi faire. Alors ma première action, ça a été de démissionner de toutes mes fonctions en 92. Et puis après, j'ai commencé à errer, à fouiller un petit peu pour essayer de comprendre cette contradiction, puis de voir où est-ce qu'on se prenait les pieds dans la moquette et puis qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment. Et les hasards de la vie qui n'existent pas m'ont conduit peu à peu à m'intéresser en particulier à la question des monnaies, question qui est quand même au centre de nos préoccupations aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué quand même, il y a quelques petits problèmes qui se jouent au niveau des monnaies, de la dette, des dettes souveraines, des dettes même privées, enfin bref, la dette. Là, c'est le leitmotiv quotidien. Et donc, moi, dès les années 95-96, j'ai commencé à m'intéresser à la question de la monnaie. Alors, il est certain qu'aujourd'hui, on est face à une situation dans le monde où il y a des gros nuages noirs qui commencent à s'amonceler à l'horizon, puisque on est au cœur d'une crise économique dont on nous disait pourtant il y a quelques mois qu'on était en train d'en sortir. Mais je crois que ça, c'est juste de la communication. On n'en est jamais sorti et j'ai bien l'impression qu'elle va aller en s'aggravant. Donc il y a cette crise économique et financière, mais derrière, ou en plus de cette crise économique et financière, il y a une crise de l'emploi, une crise du climat, une crise des ressources naturelles, une crise de l'eau, une crise de la faim. Bref, il y a tout un empilement de crises qui ne laissent pas augurer à des lendemains très heureux. Et pourtant, j'ai une bonne nouvelle, c'est que tout est là, absolument tout est là pour créer des conditions de vie de suffisance, de dignité et d'épanouissement pour tous, sans exception, sur la planète. Et ça, c'est ma croyance profonde aujourd'hui, donc je reste profondément optimiste. Mais il y a une mauvaise nouvelle, malgré tout. C'est que si c'est accessible, si c'est à portée de notre main, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est au niveau de notre façon de voir les choses, au niveau de notre pensée que ça ne va plus. J'aime bien prendre l'image de l'humanité que nous sommes, qui serait à l'image d'un prisonnier ou d'une personne qui serait née en prison, qui aurait passé toute sa vie en prison, en rêvant à la liberté, donc s'accrochant régulièrement à ses barreaux pour essayer de voir un petit morceau de liberté à l'extérieur, qui en rêve, même s'il ne sait pas, ou même s'il doute qu'il puisse sortir de cette prison un jour ou l'autre.
Et puis voilà qu'un jour, quelqu'un, sans faire de bruit, a ouvert la porte de sa prison. Mais il ne s'en est pas aperçu. Et il continue à tourner en rond dans sa cellule, en regardant de temps en temps par sa lucarne et en rêvant de la liberté, sans jamais même avoir l'idée de tester la porte et de voir si par hasard elle ne serait pas ouverte. Elle est ouverte, cette porte, mais il ne le sait pas, et il reste enfermé dans cette prison. Et pour moi, les êtres humains que nous sommes actuellement, nous sommes exactement à l'image de ce prisonnier, car notre prison, qui n'est qu'une prison mentale, tous les problèmes auxquels nous nous heurtons et que j'ai listés un petit peu tout à l'heure, sont des problèmes certes réels, puisque beaucoup de personnes en souffrent directement. La planète en souffre elle-même, l'avenir même de l'humanité est en question. Donc il y a une réalité dans ces problèmes, mais ils ne sont pas du tout fatals. Il n'y a rien qui nous tombe dessus par quelque chose qu'on ne pourrait pas maîtriser. Tous ces problèmes sont directement liés à la pensée humaine. C'est notre façon de percevoir la vie, c'est notre façon de percevoir l'autre, qui fait qu'on a développé toutes sortes de systèmes qui, aujourd'hui, sont devenus complètement suicidaires et que, malheureusement, pour le moment, on se tape la tête sur les murs. Or, quelqu'un est venu ouvrir la porte de la prison. Et il y a de ça quelques décennies déjà, enfin ça c'est mon image, et je peux dire la date. La date, c'est le 15 août 1971. Le 15 août 1971, on a ouvert la porte de la prison de l'humanité, du moins la porte de la prison mentale, où on aurait pu l'ouvrir. Du moins, le geste a été posé, la porte a été ouverte, mais on continue à tous les échelons à rester prisonnier. Qu'est-ce qui s'est passé le 15 août 1971 ? Le dollar américain a abandonné sa convertibilité en or. Avant, et c'est ça depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, seul le dollar américain était resté accroché à l'or, avait encore une convertibilité en or. Et donc ça veut dire que jusqu'au 15 août 1971, les monnaies indirectement via le dollar et directement avec le dollar étaient encore reliées à une matière. Donc la monnaie existait quelque part, il y avait une valeur de référence qui était l'or. Et donc la monnaie avait dans notre esprit et dans la réalité des choses une matérialité, elle existait, donc il y avait une certaine quantité d'or qui avait une certaine valeur, qui était rare. Donc ça a constitué justement toute notre représentation de la monnaie, et la plupart d'entre nous véhiculent encore à l'intérieur d'eux-mêmes la représentation de la monnaie qui existerait, qui aurait une valeur en soi, qui est rare et qui est donc difficile à gagner et qui nous met le plus souvent dans une nécessité de compétition si on veut en avoir un petit peu. Puis quand on n'en a plus, on est bien obligé soit de la voler, mais ça c'est pas trop recommandé, soit de l'emprunter. Et donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, si ce n'est que justement on est face à la question de la dette, puisque les États, les uns avec les autres, ont emprunté de la monnaie et qu'on se retrouve aujourd'hui quasiment en total surendettement. Parce qu'on a cette représentation d'une monnaie existante qu'il faudrait aller chercher dans la poche des plus riches quand on en manque. Or, le 15 août 1971, donc, le dollar a décroché de l'or, et depuis cette date, eh bien, toutes les monnaies sur cette planète Terre sont complètement libérées. Elles n'ont plus du tout de lien avec une matière quelconque. C'est devenu une simple unité de compte qui n'existe que par une opération comptable. Un véritable travail de magicien, je peux dire. Il n'y a rien d'autre qu'une volonté humaine qui décide de créer la monnaie. Car la monnaie dont nous nous servons tous les jours est une monnaie qui est créée par l'endettement, justement, parce que c'est au moment, la monnaie n'existant plus en tant que telle, il faut pouvoir la créer pour qu'elle circule dans la société. Et donc, il faut qu'il y ait une demande de monnaie. La demande de monnaie, c'est nous tous, qu'on soit une personne en particulier, une entreprise, une collectivité locale. On a des besoins d'argent et on va se tourner vers le système bancaire qui va nous accorder ou ne pas nous accorder notre emprunt selon les garanties que l'on apporte. C'est ça, aujourd'hui, qui crée la monnaie. Donc la monnaie est créée uniquement
par volonté humaine. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'autant autrefois on était ficelé. Quand il n'y avait plus d'or dans la caisse, on avait beau la retourner, il n'en tombait pas plus. Et donc là, c'était la quantité de matière, monnaie, qui déterminait ce que l'on pouvait faire ou ne pas faire. Alors depuis ce 15 août 1971, on aurait pu, on ne l'a pas fait, on aurait pu libérer complètement notre pensée, changer complètement de paradigme, sortir de cette représentation archaïque de la monnaie et transformer la monnaie en véritable outil au service des projets humains. Encore une fois, malheureusement, ça n'a pas été fait, et c'est ce qui nous a conduit, et c'est ce qui nous conduit aujourd'hui à être dans une situation absolument absurde, suicidaire. On est, pour illustrer les choses, alors je ne vais pas rentrer dans le mécanisme de la création monétaire, parce que ce n'est pas du tout le propos de cette conférence. Si vous voulez des renseignements, je pourrais vous en donner, soit pendant le débat, mais j'ai écrit des bouquins là-dessus, des choses de ce genre. Ce que je vous demande de considérer actuellement, c'est en dehors de toute popote et de toute mécanique de création monétaire, c'est de bien intégrer le fait qu'aujourd'hui, toute la monnaie sur cette planète se crée à partir de rien par la simple volonté humaine. Donc ça veut dire que si on n'a pas, ou si on a des problèmes de monnaie, c'est parce que les êtres humains se créent soit la rareté de la monnaie, soit les problèmes qui y sont associés. Alors, pour donner une analogie à cette situation, je prendrais celle d'une île déserte, ou plutôt de deux îles désertes. Voilà, on serait les rescapés d'un gros paquebot qui aurait fait naufrage. On se retrouve sur la plage d'une île. Nous représentons à peu près la moitié des passagers et de l'équipage du paquebot. Une autre moitié a été séparée de nous pendant la tempête et est tombée également, a échoué sur une autre île. Alors voilà, pour des raisons X, peu importe, on déciderait et on serait absolument persuadé qu'on devrait reconstituer, enfin, que notre environnement de vie sur ces îles, on serait certain qu'on ne sera jamais sauvé, que c'est là que notre vie va maintenant se dérouler. Et alors, bon, après les quelques semaines et mois de mise en place de tout ce qui peut garantir notre simple survie, on commence à vouloir s'organiser. La bonne nouvelle pour nous, c'est qu'on a vu que l'île est quand même vaste, qu'elle a plein de ressources, elle a des pâturages fertiles, elle a des forêts épaisses, elle a des eaux poissonneuses, elle a une belle grande rivière au milieu. Bref, il y a toutes les conditions qui permettent à notre mini-société de se reconstituer et de s'organiser. Et on commence à se poser la question, donc une fois les simples questions de survie étant passées, on se dit c'est bon, maintenant on va peut-être pouvoir organiser notre société. Ce serait quand même pas mal de nous organiser, de nous créer un système monétaire. Ça permettrait quand même de pouvoir faciliter nos échanges. Alors la même question se poserait sur notre île. Dans l'île A, qui serait celle par exemple sur laquelle nous serions, on serait resté dans un certain archaïsme de pensée, donc antérieur au 15 août 1971, avec cette représentation d'une monnaie qui existe, et parmi nous, bien, il y aurait un banquier qui nous dirait, écoutez, il n'y a pas de problème, moi, c'était mon domaine, je sais comment ça marche, je me propose de financer tous les besoins de l'île, je prêterai l'argent qui sera nécessaire, on va se mettre d'accord là-dessus, et il n'y aura pas de problème majeur. Et d'ailleurs, on est en train de plancher sur un sujet collectif important, parce qu'il y a justement cette rivière qui partage l'île, et comme les deux parties de cette île sont importantes pour le développement de notre mini-société, il faut contourner cette rivière, et c'est quand même très, très gênant dans notre quotidien, donc on a envie de construire un pont sur cette rivière. Mais un pont, voilà, on a tout ce qu'il faut, on a les matériaux, on a la main-d'œuvre, on a tout ce qu'il faut pour le construire, sauf qu'on n'a pas les sous. Donc, ce brave banquier nous dit, écoutez, c'est très simple, on n'a qu'à s'organiser comme toutes les sociétés civilisées dont nous sommes tous issus, rappelez-vous, d'où nous venions. Eh bien, il suffit qu'on lève une fiscalité, et puis, avec le revenu de cette fiscalité, vous pourrez me payer le remboursement du financement de ce pont. Bien, très bien.
Alors on regarde un peu les choses, et puis on fait les comptes, parce qu'on se dit, bon, c'est bien, mais il n'y a pas que le pont, il va falloir aussi qu'on ait une école, il va falloir aussi qu'on ait un dispensaire pour la santé, il va falloir quand même quelques routes, peut-être un peu d'éclairage, bref, il y a quand même pas mal de biens collectifs là, à développer, donc tout ça, ça fait des sous, et notre fiscalité va s'alourdir, c'est pas très rigolo. Alors on va décider en fin de compte de construire le pont sur cette rivière, mais pas vraiment à l'endroit qui nous conviendrait le mieux, mais on va le faire à un endroit où la rivière est plus étroite parce que ça coûte moins cher. Voilà ce qui se passe sur notre île A. Sur l'île B, même question, d'une façon étonnante, l'île B ressemble pas mal à l'île A, avec également une rivière en son milieu qu'il faut également contourner. Et là, l'île B est un peu plus inventive, ils se disent, bon, bah, on vient d'un monde où on a expérimenté quand même certaines choses qui ne fonctionnaient pas très bien, et si on faisait autrement? Et ce autrement, c'était de se dire, bah, on va exclure pour l'instant la question de la monnaie, ou plutôt on va décider de gérer collectivement la monnaie, on va créer un organisme collectif commun qui émettra la monnaie dont on a besoin gratuitement. Et donc, d'un seul coup, ayant évacué la question de la monnaie, ils vont se poser la question, bon, alors voilà, quel est notre projet aujourd'hui? On a le projet d'un pont, quel type de pont, comment on va le faire, où on va le faire, quels sont les besoins qui sont vraiment à servir. Bref, ils vont se poser toutes sortes de questions de fond pour savoir exactement où construire le pont, sous quelle forme, dans quel respect de l'environnement, des besoins des uns et des autres. Bref, on va paramétrer tout ça pour réussir à trouver l'outil collectif le plus adapté à nos besoins. Et voilà, la décision aura été prise, et sur l'île B, eh bien, une fois que tout aura été chiffré, l'organisme collectif va émettre la monnaie pour réaliser ce pont. Et nous sommes 2 ans après, chaque île a son pont, tout le monde est content parce qu'on peut franchir l'île, enfin tout le monde, plus l'île B que l'île A, parce que l'île A, bon d'accord, le pont existe, mais pas vraiment à l'endroit qui rendrait le plus service. Et puis quand même, sur l'île A, bah, il reste des choses à payer, tandis que sur l'île B, le pont, il est payé, c'est fini. La richesse de ce pont existe et tout le monde est content et il n'y a plus rien à payer. Tandis que sur l'île A, eh bien, soit on se saigne pour essayer de rembourser le plus vite possible le capital et les intérêts, mais le banquier nous avait quand même rassuré en nous disant « Ne vous inquiétez pas, moi je ne vais pas vous tordre le kiki, vous me rembourserez le capital quand vous le pourrez, si vous le pouvez, je ne ferai que vous demander les intérêts année après année. Donc ce sera quand même beaucoup plus léger. » Voilà, image tout à fait analogique de notre situation aujourd'hui, parce que le monde, c'est l'île A. On est dans le monde île A, avec toute la richesse marchande et non marchande par redistribution est créée par endettement, et cet endettement se chiffre aujourd'hui par tout ce que nous connaissons, et on est vraiment au cœur de ce problème, avec un aveuglement et un acharnement à nous maintenir dans un système de monnaie émise par le secteur bancaire privé qui donne accès à cette monnaie pour satisfaire nos besoins qui sont réfléchis non plus dans le fond, mais raisonnés toujours en fonction du budget qu'on peut avoir, donc qui ne satisfont pas forcément nos véritables besoins. Donc on est dans cette situation d'asservissement total et d'appauvrissement également, parce que vous le voyez bien que ça se traduit maintenant par des mesures d'austérité qui nous empêchent en plus de penser vraiment à demain et à poser des actions pertinentes, particulièrement par rapport à la question écologique. Car vous entendrez que d'un côté, on nous dit que la seule issue pour nos problèmes économiques aujourd'hui, c'est la croissance, alors que pour faire face quand même aux problèmes écologiques, il serait bon et juste et salvateur d'entrer, pour éviter le mot croissance, dans une sobriété heureuse, comme dirait Pierre Rabhi, donc dans tous les cas de faire croissance peut-être, mais croissance verticale, croissance en termes de qualité de vie, mais décroissance en termes de prédation de matière sur notre planète. Voilà, aujourd'hui on est donc ficelé dans une situation complètement absurde, alors que si nous étions sur l'île B, si nous avions pris la mesure le 15 août 1971, que là, la question de la monnaie pouvait être complètement libérée et exclue de notre pensée, la monnaie ne venant qu'à la fin, lorsqu'on a véritablement
penser au fond les questions que l'on veut résoudre, eh bien, on serait dans une situation totalement différente. C'est cette vague, c'est ce point qui, pour moi, représente le défi qui se pose à nous aujourd'hui. Alors, il est certain que la classe dirigeante mondiale actuellement est très, très, très éloignée de pouvoir même imaginer le processus de l'île B. On persiste et signe. Manifestement, il y a une volonté de protéger les intérêts des plus riches. Le système a été conçu par les plus riches pour garantir l'enrichissement des plus riches au détriment de la richesse publique, qui est toujours dans la dynamique d'endettement. On prend de la richesse publique que l'on redistribue dans quelques poches. Et pour le moment, eh bien, c'est la volonté collective de tous nos dirigeants sur la planète de rester bien à l'intérieur de ce système gouverné en sous-main par la finance internationale. Alors, c'est à nous, les citoyens, de changer ça. Pas par une révolution violente, mais par une révolution personnelle, parce que la porte de la prison dont je parlais tout à l'heure, elle existe toujours en nous, parce que malheureusement, comme l'économie et la monnaie, c'est un sujet exclu, un sujet tabou, qu'on n'apprend pas à l'école directement, et si on nous l'apprend de façon fausse, en nous mettant bien, en nous conditionnant à bien penser que quand on n'a plus de monnaie, il faut aller l'emprunter dans la poche des plus riches. Hein, donc on est vraiment conditionné à tout ça, ce qui veut dire que le défi est immense, parce que si nous avons conscience que les choses ne vont pas, on n'a pas forcément conscience de ce que l'on pourrait faire. Alors il y a quand même quelque chose qui existe, et c'est le sujet que j'ai vraiment envie d'approfondir un peu avec vous ici, c'est le mouvement des monnaies complémentaires qui se développent dans le monde et qui, pour moi, représente une véritable alternative citoyenne où là, monsieur et madame tout le monde ont décidé de se réapproprier l'outil de la monnaie et de réinsuffler dans notre monde quelque chose qui ait du sens et quelque chose qui soit respectueux et de l'environnement et qui nous permette en plus de relever tous les défis de notre temps. Alors bien sûr, le problème, c'est que ça part du citoyen avec ses moyens. Du bord, il n'a pas toutes les manettes, le citoyen. Hein, donc ça demande beaucoup de travail, beaucoup de bonne volonté et des petits pas les uns après les autres. On ne peut pas tout résoudre comme ça d'un claquement de doigts. Mais d'un autre côté, je me dis aussi que dans ces expériences de monnaie complémentaire, avant que ça puisse être un outil économique qui puisse vraiment servir toute la société, il faut d'abord qu'il serve à transformer notre façon de considérer la monnaie, notre rapport à la monnaie, notre rapport à l'autre, notre rapport à la vie. Alors, ces histoires de monnaie complémentaire, c'est pas neuf. Il y en a eu dans la haute antiquité. Donc, c'est quelque chose, d'ailleurs, qui a été... Il y a une très belle fresque qui est décrite par Bernard Liétard dans son dernier livre « Au cœur de la monnaie » chez Yves Michel, qui aborde cette question de la monnaie au travers de... qu'est-ce qu'exprime la monnaie selon les archétypes humains qui sont exprimés ou réprimés. Et il situe deux grandes périodes très intéressantes. En Égypte, d'une part, donc jusqu'à peu près à 1000 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à ce que les Grecs arrivent en Égypte, et puis la période du Moyen-Âge central. Et à ces deux périodes, on constate une chose, c'est que ce sont deux périodes de prospérité économique et de reconnaissance au plus haut niveau dans notre histoire du statut de la femme. Et ça correspond à des périodes où il y avait une monnaie, alors qu'il appelle une monnaie de type yang, avec donc les caractéristiques masculines, qui servait de monnaie d'échange longue distance avec les pays voisins, et puis une monnaie d'usage au quotidien, une monnaie yin, donc avec les valeurs féminines, qui permettait la vie au quotidien, une monnaie sans valeur. Donc le support monétaire n'avait pas de valeur, alors que la monnaie yang, elle, c'est une monnaie de métal précieux. Et donc, et une monnaie fondante, une monnaie qui perdait de la valeur avec le temps. Et là, que ce soit au Moyen-Âge central, du Xe au XIIIe siècle, ou en Égypte, il y avait tout à fait correspondance de ces monnaies.
et qui correspondait à ces périodes. Et donc, bon, il fait tout un développement là-dessus, je ne vais pas m'étendre, mais c'est pour dire tout simplement que les monnaies complémentaires, ce n'est pas quelque chose de neuf, ce n'est pas quelque chose qui vient de sortir de notre chapeau comme ça face à notre crise actuelle. C'est un outil, c'est quelque chose qui a existé depuis très très longtemps et qui a, selon que la monnaie a été utilisée d'une façon ou d'une autre, permis la prospérité ou permis au contraire l'asservissement, la paupérisation, la compétition et des choses de ce genre. Plus récemment, ces monnaies complémentaires sont réapparues après la première grande crise de 1929 et elles sont réapparues en Allemagne, en Bavière exactement, dans un petit village de Schweinenkirchen. Donc c'était un petit village qui était, comme toutes sortes d'autres régions dans le monde, complètement à plat. La mine de charbon, qui était sa seule source de travail, avait fermé, elle avait fait faillite, et donc toute la population, c'était un petit village, une centaine de personnes, la population était au chômage. Et il y avait un ingénieur qui était intéressé par cette mine, qui l'avait rachetée pour le Reichsmark symbolique, mais bon, il n'avait pas d'autres sous pour le remettre en activité. Il avait frappé aux portes des banques à l'époque pour essayer d'obtenir un crédit. Il s'était cassé le nez, personne n'avait voulu lui prêter de l'argent. Mais il se faisait que ce brave homme faisait partie d'une association à Berlin qui planchait justement sur les monnaies fondantes, idée qui avait été reprise et développée par un économiste qui s'appelait Silvio Gesell à la fin du XIXe siècle et début du XXe. Donc une monnaie qui perdait de sa valeur avec le temps. Et donc il est retourné voir ses amis à Berlin en disant, écoutez, bon, nous on fait de la théorie autour des propositions de Gesell, il serait peut-être temps, après tout, de passer à l'action, justement, et si on allait dans ce village proposer aux gens de retourner à la mine, mais d'être payés en vara, c'était le nom qu'ils avaient donné à leur monnaie. Bon, d'accord, ils sont retournés dans le village, ils ont réuni les mineurs, et puis ils leur ont dit, voilà, nous on a racheté la mine, on est prêt à la remettre en exploitation, sauf qu'on n'a pas de monnaie, on n'a pas de Reichsmark, et on vous propose tout simplement d'être payé en vara. Alors ils montrent le petit billet qui circule entre les mains, puis un des mineurs dit, écoutez, nous, on s'en fiche après tout. Si les commerçants du village acceptent qu'on les paye avec cette vara, vous pouvez nous payer en bouton de culotte si vous voulez, l'essentiel c'est que les commerçants du coin acceptent la monnaie avec laquelle vous allez nous payer. Et ils avaient tout à fait raison. Alors ils sont allés voir les commerçants, là ils ont les commerçants et ils avaient des doutes, ils n'ont pas embarqué dans le truc, alors ils ont contourné le problème, ils ont construit une espèce de petit magasin général sous tente au milieu du village, avec tout ce qu'il fallait au quotidien en termes de nourriture, de vêtements et autres. Et puis voilà, les mineurs sont retournés à la mine, ils ont commencé à travailler. Et puis ils ont été payés en vara, puis ils allaient faire leurs courses tous les jours dans ce magasin général. Et inutile de dire que les commerçants du coin, en voyant ça, ont vite changé, retourné leur veste. Ils sont revenus voir les gars de la vara en disant, écoutez, ça va, on a compris, pliez bagages avec votre magasin central, on va s'occuper de la fourniture de ce qu'il faut au quotidien pour les mineurs. Et voilà que donc le village est organisé, que la richesse s'est développée dans ce village, et en moins d'un an, le chômage était résolu complètement. Le maire acceptait une partie des paiements des impôts locaux en vara. Il avait même lancé quelques travaux, je ne sais plus, de voirie, je ne sais plus exactement lesquels. Bref, ce petit village était devenu un exemple, était devenu un point de curiosité dans le monde où tous les journalistes économiques et puis les économistes venaient voir un petit peu ce qui se passait dans ce village, alors que le reste du monde était en train d'agonir sous le poids de la crise. Bon, l'histoire malheureusement se termine mal parce que la Banque centrale a porté plainte pour enfreinte au monopole d'émission monétaire. Il y a eu jugement et le juge, quoique reconnaissant toute la valeur socio-économique de l'expérience, a interdit la poursuite de l'expérience et tout le monde est retourné au chômage. Mais bon, ça avait quand même montré que ça marchait, et un autre village en Autriche qui est plus couramment connu, qui s'appelle Wörgl,
s'est lancé également dans cette même expérience. D'autres villages également en Autriche, mais pour la même raison, l'expérience a dû être là aussi interrompue, quoique pendant tout le temps de l'expérience, on ait pu voir que l'utilisation de ces monnaies complémentaires fondantes en plus avait complètement permis de redévelopper l'activité alors qu'ils évoluaient dans un océan de misère et de pauvreté. Une expérience toutefois très emblématique existe encore, elle a été créée en 1932, c'est l'expérience du VIR en Suisse, là où on abordait la question sous un autre angle, c'était des entrepreneurs qui constataient que leur affaire ne tournait pas, non pas qu'ils n'avaient plus de clients ou quoi que ce soit, c'est qu'ils n'avaient plus assez de monnaie, et ils ont décidé de fonder de se lier en coopération, dans une coopérative, et d'utiliser une monnaie propre aux utilisateurs, aux acteurs à l'intérieur de cette coopérative, qu'ils ont appelé le VIR, W-I-R. Là, l'expérience a été validée, acceptée par la banque suisse. En 1937, ils ont reçu l'agrément de la banque. Et c'est une expérience qui existe toujours aujourd'hui, et qui est peut-être la plus emblématique au monde, puisqu'il y a quand même près de 70 000 entreprises en Suisse qui utilisent en plus du franc suisse le VIR. Et donc, on peut constater que le VIR en Suisse joue un rôle de régulateur, car lorsqu'il y a crise sur la monnaie nationale, pour une raison ou pour une autre, eh bien, immédiatement, le VIR compense le manque de monnaie nationale. Voilà où on en est. Alors après, ça a donné lieu à la naissance plus tard au Canada de ce que nous connaissons bien ici, qui s'appelle le CEL. Le CEL fait partie, les CEL, donc systèmes d'échange locaux, font partie des monnaies complémentaires. Alors évidemment, c'est une monnaie qui circule surtout en termes de services entre particuliers, mais ça fait tout à fait partie des monnaies complémentaires. Et ce qui se développe aujourd'hui, et de façon très, très large, alors il y a tout un éventail de monnaies complémentaires qui fleurissent dans le monde, des monnaies qui sont purement dédiées, pour certaines, à soutenir l'activité locale sans autre préoccupation, donc des outils, des monnaies complémentaires à vocation purement économique, comme le VIR d'ailleurs ou comme le reste en Belgique, donc pour aider au maintien du petit commerce et des petits producteurs, en général pour la petite entreprise et l'artisanat. Il y a des monnaies à vocation plus sociale qui sont dédiées, alors soit à faciliter l'instruction, soit à développer des services pour des personnes âgées, des choses de ce genre, donc des monnaies qui sont beaucoup plus dédiées à développer des services sociaux. Et puis des monnaies qui aujourd'hui, c'est ça qu'on voit beaucoup en Europe dans tous les cas, des monnaies qui ont vocation là de recouvrir et d'intégrer tout le paysage, enfin toutes les composantes de la société, depuis les collectivités locales, les producteurs et commerçants, les artisans, les dits consommateurs, donc le public, les associations, etc. Donc il y a vocation à répondre à une autre utilisation de l'argent qui est soutenue par une autre pensée de l'économie. Et c'est ça que je voudrais peut-être illustrer avant de continuer le propos, sur deux expériences que je vais vous proposer sous forme d'un extrait de film. Le film, c'est le film L'Argent, qui a été tourné par un Canadien, Isaac Isitan, en 2001, justement à l'époque où l'Argentine était en crise. Vous savez que l'Argentine, en 2001, les Argentins se sont retrouvés un beau matin avec le rideau des banques fermé, n'ayant plus accès à leur propre compte en banque. Donc cet extrait de film a cet intérêt qu'il présente d'une part la monnaie complémentaire comme un outil pour répondre à une crise monétaire, si crise monétaire il y a, donc comment ça a permis de passer le creux de la vague pour les Argentins, mais une autre approche aussi, qui est celle de l'expérience du Ithaca Hour aux États-Unis, dans la petite ville de Ithaca, dans l'État de New York, qui, elle, a été créée non pas sous l'aiguillon de la nécessité, mais a été créée de façon idéologique, éthique, pour répondre à une autre vision de l'échange et de la vie locale. Alors je vous passe ce petit extrait de film, et puis on reprendra le sujet après.
On y est? Si ça vous... Sea ropa, alimento. La gente se vuelca acá, vende, visite, vende sus cosas usadas, su ropa, su calzado. Otra gente que vende artículos como licuadoras o videograbadoras o televisores, lo que tengan. Comienzan así, lo cambian por alimento. Oui, là ils ont fait le choix là-bas de 1 heure égale 1 heure, qu'on soit dentiste, jardinier ou gardienne d'enfants, voilà. Ouais. Alors bon, ça c'était juste pour situer un petit peu cette question des monnaies complémentaires qui se trouvaient quand même là dans une situation assez particulière, puisque là on a affaire à des monnaies qui sont complètement libérées, qui ne sont pas du tout associées à la monnaie nationale. Il faut bien comprendre une chose derrière cette histoire de monnaie complémentaire. Ça ouvre un paysage extraordinaire. Comme ça a été dit ici, quand on commence à utiliser une monnaie complémentaire, on se repose des questions fondamentales de qu'est-ce que la monnaie, mais qu'est-ce que la valeur, qu'est-ce que la richesse. Et on peut, enfin, c'est tout l'espoir qui est derrière ça, c'est d'ouvrir le champ aujourd'hui et de reconnaître de la valeur à des choses qui ne sont pas reconnues comme des richesses dans notre monde actuel. Dans notre monde actuel, n'est reconnu dans l'économie comme richesse que ce qui est issu de l'économie marchande. Il faut qu'il y ait un marché en face, il faut qu'il y ait un acheteur en face pour que ce soit considéré comme une richesse, et la richesse, c'est tout ce qui découle du travail rémunéré. Alors que... Oui, ça existe toujours. Alors que dans les monnaies complémentaires, si elles sont libérées, on peut commencer à décider entre nous de valoriser pourquoi pas l'éducation de nos enfants à la maison, hein, c'est quelque chose qui me semble être une richesse tout à fait essentielle que des parents puissent accompagner leurs enfants pendant les premières années de leur vie dans tous les cas, ou aussi longtemps qu'ils le souhaitent, de pouvoir prendre le soin de la nature qui est quelqu'un pour payer par derrière ou pas, s'il y a une rivière à nettoyer, une forêt à entretenir ou peu importe, qu'on puisse tout simplement avoir des personnes, si c'est leur talent et si c'est leur souhait, de pouvoir s'occuper de ça et de le faire et d'être justement rémunéré pour ça faire. Donc on rentre vraiment, dès lors que la monnaie est libérée de sa dynamique de dette et d'enfermement dans une gouvernance d'intérêt privé, alors la monnaie peut se mettre au service du collectif et rémunérer, valoriser toutes sortes de richesses qualitatives qui aujourd'hui ne sont absolument pas valorisées. Alors, il est sûr que les monnaies, dès lors qu'elles sont complètement libérées, comme dans l'exemple ici, ouvrent cette possibilité. Ce qui se développe actuellement en France, tout au moins, est moins enthousiasmant dans ce sens, parce que pour démarrer, pour lancer la dynamique, on est obligé d'appuyer, enfin le plus souvent, hein, le choix reste ouvert, de lancer une monnaie complètement libérée ou de lancer une monnaie appuyée sur l'euro. C'est-à-dire que quand elle est appuyée sur l'euro, on achète la monnaie locale avec des euros. Ça a l'air un peu idiot. On dit, bah, attendez, à quoi ça sert dans ce cas d'avoir une monnaie locale s'il faut l'acheter avec des euros? Ben, ça a quand même tout un avantage. Avant de l'aborder, ce que je voudrais vous dire, c'est que j'ai essayé, moi, de lancer, il y a une dizaine d'années, une monnaie locale non appuyée sur l'euro. Et la difficulté à laquelle je me suis heurté, c'est qu'il n'y avait pas de réseau d'échange. S'il n'y a pas de réseau d'échange, la monnaie ne peut pas circuler. Et donc, ce n'est pas le problème
de créer de la monnaie, d'imprimer des billets. Ça, c'est un aspect purement technique qui ne demande pas beaucoup de travail et d'inventivité. Le problème, c'est de créer le réseau d'échange dans lequel il va y avoir suffisamment de confiance pour accepter cette monnaie. Alors j'en parlais autour de moi, je donnais des conférences là-dessus, et puis il y a des gens qui me disaient « Ah ben c'est super, elle est bonne ton idée, bon, bah oui, je veux bien, on est combien dans le réseau ?» « Ah ben attends, le réseau il démarre, il n'est pas encore constitué. »« Ah bon, d'accord, bon bah alors, c'est bien, hein, ça me plaît bien, surtout tu me fais signe, dès que le réseau existera, je rentrerai dedans. » Et donc bah, le chat a couru après sa queue comme ça, et le réseau de monnaie complémentaire non appuyé sur l'euro n'a jamais existé. Alors ça m'a forcé à aller fouiller un petit peu plus loin et à me dire, bon, bah, soyons pragmatiques, prenons les choses au départ, il faut pouvoir lancer la dynamique, et c'est ce qui s'est passé dans l'expérience pionnière de Villeneuve-sur-Lot, où j'étais allé donner une ou deux conférences de sensibilisation, puis on avait eu tout un atelier pendant 2 jours de réflexion sur l'économie, sur la monnaie, sur le lancement d'une monnaie complémentaire, etc. Puis après, il y a un groupe de l'association Agir pour le vivant à Villeneuve qui avait une vocation plus écologique avant, mais qui a intégré ça dans son action. Et puis voilà, avec quelques personnes seulement, ils se sont lancés dans l'aventure avec la Biocop du coin qui acceptait de prendre cette monnaie. Mais l'euro, évidemment, à ce moment-là, quand on achète la monnaie avec des euros, ça permet aux quelques producteurs pionniers, et alors que le réseau d'échange n'existe pas encore, d'avoir la possibilité de rééchanger le trop-plein de monnaie locale qu'ils encaissent et de le reconvertir en euros. Ça permet au moins de lancer la machine et la dynamique. Et c'est ce qui s'est passé quand je suis allé sur le marché à Villeneuve-sur-Lot pas l'été dernier, le précédent. Et bien on voyait des personnes qui étaient là en train d'attendre leur tour et puis qui voyaient quelques membres de l'association payer avec ces espèces de petits billets de Monopoly, entre guillemets, bref, un moyen de paiement totalement inconnu. Alors ils étaient intrigués, ils disaient, bah, qu'est-ce qui se passe, avec quoi vous payez, vous, c'est quand même spécial, montrez-moi ça, votre truc. Alors ça donnait l'occasion de parler avec eux, puis de leur dire, bah, voyez, là, voilà, on est une association, ce qu'on cherche c'est à lancer une monnaie locale, tout simplement parce qu'on a envie de dynamiser nos échanges localement, à relocaliser l'économie, à créer du lien entre les citoyens, à soutenir des projets locaux, bref, ils ont donné un petit peu toutes les raisons pour lesquelles ils voulaient lancer cette monnaie locale. Alors il y avait des personnes qui disaient « Ah bon, bah, c'est bien, bah, bonne chance, amusez-vous bien avec ça », et puis qui passaient leur chemin. Puis d'autres, au contraire, disaient « Ah mais ça m'intéresse votre truc là, où est-ce qu'on peut s'inscrire? Moi je veux en être ». Et puis bah, l'affaire a grossi comme ça. Donc même si on achète au départ cette monnaie avec des euros et qui, par conséquent, réduit assez considérablement le champ de l'expérience, ça a quand même au départ l'avantage d'être un indicateur visible d'engagement citoyen, parce qu'il y a tout un travail de préparation avec une charte qui existe et les valeurs qui veulent être portées par cette monnaie locale. Et puis le deuxième avantage, c'est que les euros qui sont collectés par l'association pour servir de fonds de garantie aux producteurs et commerçants qui acceptent la monnaie, eh bien, sont retirés du circuit, je peux dire, du n'importe quoi des grandes monnaies aujourd'hui qui servent le plus souvent à la spéculation. Vous savez peut-être que 97% des flux financiers dans le monde servent à la spéculation, 3% seulement servent à ce qu'on appelle l'économie réelle, à servir ce qui est nécessaire dans notre quotidien pour vivre. Donc, et ces fonds sont constitués, ont été déposés en ce qui nous concerne à la NEF, hein, la Nouvelle Économie Fraternelle, qui est une société financière alternative et qui soutient exclusivement et qui finance par l'emprunt exclusivement des projets écologiques, sociaux, humanistes, etc. Donc, on fait d'une pierre deux coups. Les euros sont retirés du grand bazar pour aller diriger vers le soutien d'une économie qu'on a humainement envie de soutenir. Et puis, l'équivalent en pouvoir d'achat est récupéré sous forme de monnaie locale et peut aller servir d'une part d'étendard et d'autre part de redynamiser quelque chose qu'on a envie de redynamiser au travers des valeurs qui sont portées dans la charte. Pardon ? Non, l'équivalent, les euros avec lesquels on achète la monnaie locale. Une unité de monnaie locale est achetée avec 1 euro. Donc, on a donc le même pouvoir d'achat et les euros sont mis à la nef en attendant éventuellement d'être demandés d'être rééchangés contre la monnaie locale, etc. Voilà où on en est. Alors, il y a les expériences qui existent en ce moment en France ont démarré depuis très récemment.
bien plus tôt. Hein. En Allemagne, on est un petit peu retardataire dans le domaine. Nous, c'est toujours un petit peu comme ça. En France, on attend de voir comment ça marche à l'extérieur. Puis on est tellement perfectionniste dans nos intentions qu'on veut que ce soit parfait sur le papier avant de pouvoir se lancer. Bon, c'est notre côté un peu français, ça. Et bref, ça existe. Ça a démarré à Villeneuve-sur-Lot, à Romans-sur-Isère, avec la monnaie qui s'appelle la mesure, en Ardèche, près de la Blachère, où est Pierre Rabhi, avec comment ça s'appelle déjà, la Luciole, à Aubenas avec la Bogue, donc, et puis une expérience très intéressante qui s'est développée depuis quelques mois, mais avec déjà 2 ans de préparation, le Sol Violette à Toulouse, qui s'inspire d'une part de l'expérience Sol qui avait été lancée à l'initiative de Patrick Vivray il y a de ça 5 ans au moins, quelque chose comme ça, mais qui n'avait pas abouti dans sa version première, et qui, entre l'idée première plus associée aux expériences de monnaie locale de type Villeneuve-sur-Lot, ont donné lieu à la création du Sol Violette à Toulouse, qui a cette particularité aujourd'hui d'intégrer toutes les composantes de la société, puisque la collectivité locale, la mairie, s'est mouillée, elle met même 120 000 € dans l'expérience, elle paye un salarié pour accompagner l'expérience, et dans une dynamique très égalitaire, puisqu'il y a un collège, il y a 5 collèges qui participent à cette expérience, et les décisions sont prises collectivement, sans domination de pouvoir par les uns et par les autres, et donc c'est très, 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 très encourageant. Voilà où on en est un petit peu au niveau des monnaies complémentaires en France actuellement. C'est lilliputien, je veux dire, c'est une goutte d'eau dans la mer. Il y a plus de 5000 expériences de ce genre dans le monde, donc c'est vraiment un mouvement qui est en marche, et un mouvement qui, pour moi, bien au-delà du simple aspect économique, porte en lui la transformation, en germe tout au moins, d'une part la réappropriation par l'être humain, par l'individu, par le citoyen de base, de cet outil de la monnaie qui lui appartient, parce que si on est dans une véritable démocratie, il ne peut pas y avoir de démocratie si le peuple n'a pas accès directement à sa monnaie, légitimement et exclusivement. Donc pour l'instant, les peuples sont coupés du lien de la monnaie, et on ne peut pas être en démocratie dès lors qu'en fin de compte, tout est décidé par la finance internationale, et on le voit bien, ce sont les agences de notation qui nous disent, voilà, vous êtes un bon élève ou un mauvais élève, et selon qu'on est bon ou qu'on est mauvais, on paye plus ou moins cher d'intérêt. Bref, on est dans un système infantilisant, asservissant, il faut absolument s'en libérer. Les monnaies locales, même si c'est extrêmement balbutiant, même si tout reste à faire, ça reste une action justement à la portée des citoyens de base que nous sommes, pour réapprendre la monnaie, avoir une autre, faire évoluer notre perception de qu'est-ce que la vie, comment on peut contribuer à la vie, comment on peut apporter de la qualité de vie, comment on peut réinventer nos échanges, comment on peut créer de la valeur et de la richesse sur la Terre qui soit pérenne et qui soit en même temps porteur d'espoir pour tous et de durabilité pour tous. Voilà ce que ça contient intérieurement et potentiellement. Et je ne peux que vous inciter, si vous êtes dans un quartier ou une commune qui utilise déjà une monnaie locale, mais si elle n'en utilise pas, je ne peux que vous inviter à vous lancer dans l'aventure. J'ai mis sur mon site qui s'appelle aises-fr.org, AISES, comme être à ses aises, AISES-fr.org, un guide de mise en œuvre d'une monnaie complémentaire qui est un outil de travail dont se servent en général pas mal de pionniers ou de porteurs de projets. Voilà, merci beaucoup. Oui, merci. Bon, je découvre avec curiosité l'importance de ces monnaies locales. On avait entendu parler, mais sans en savoir beaucoup plus. J'ai 3 questions à vous poser. La première, je comprends bien que ces monnaies locales ont pour objet de favoriser les échanges locaux, donc de faire du trade local. Question pratique, est-ce qu'on peut avoir recours à l'emprunt? Deuxième question, quelle place faites-vous aux monnaies des pays de l'Est, non convertibles, dans l'ancien système? Est-ce que vous considérez que ce sont des monnaies locales à l'échelle d'un pays? Et troisième question, plus d'actualité, sur l'euro, sur la crise de l'euro. Lorsqu'on a créé l'euro, il y avait eu un débat, monnaie unique, monnaie commune. Est-ce que vous pensez que ça peut être une solution d'avoir une monnaie commune et des monnaies nationales en complémentarité?
comprenons bien que nous parlons ici de monnaies complémentaires. Donc elles sont toujours, dans tous les cas, ne remplacent pas la monnaie nationale, elles sont toujours complémentaires et pour le moment, bien évidemment, à un niveau extrêmement réduit par rapport à l'ensemble de l'économie. C'est un outil plutôt pédagogique à l'intérieur duquel le citoyen va se réapproprier un outil dont il ignore quasiment tout. Moi, je vous avoue, quand j'ai commencé il y a 15 ans à m'intéresser à la question, et que quand des gens m'avaient dit pourquoi tu ne parles pas de la monnaie dans tes livres et autres, j'ai dit pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à dire sur la monnaie? Je savais qu'il en fallait pour vivre, c'était à peu près tout. Donc on est dans un cas d'une monnaie complémentaire, et donc dans certains cas, comme le VIR par exemple, on peut faire des emprunts en monnaie complémentaire, mais ce n'est pas encore la vocation pour l'instant dans nos petites expériences locales qui ne comptent que quelques dizaines d'acteurs économiques et quelques centaines d'acteurs citoyens. Pour le moment, la question ne se pose pas encore parce qu'on n'est pas encore assez... Enfin, il n'y a pas encore assez de recul. Il est probable que plus on sera libéré au fur et à mesure, parce que l'idée c'est, au fur et à mesure que le réseau d'échange va pouvoir se développer, de se dissocier de plus en plus de l'euro, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 1 pour 1, on passera par exemple avec 80 €, on pourra avoir 100 unités de monnaie locale, et puis avec 60, 100, enfin, au fur et à mesure qu'on verra qu'on a moins besoin de rééchanger la monnaie contre des euros, là on acquérera beaucoup plus de possibilités. Et à ce moment-là, on pourra soit d'une part mieux soutenir des projets locaux, soit accompagner des projets par, pourquoi pas, de l'emprunt dans cette monnaie sans intérêt. Voire pourquoi pas la créer tout simplement et ne même pas demander le remboursement, c'est encore une autre affaire. Donc pour la question des autres monnaies non convertibles sur la planète actuellement, c'est pas la préoccupation des monnaies complémentaires locales, puisqu'encore une fois, on ne remplace pas les monnaies nationales. Le grand spectacle se joue toujours au niveau des monnaies internationales. Là, on est juste avec un outil monétaire au service de l'économie locale, où tout reste à faire aujourd'hui, parce qu'on sait qu'on est dans un désert, hein, on a désertifié nos campagnes et nos villages, et avant qu'on puisse relocaliser comme certains aspects de l'économie, il peut se passer du temps. Hein. Donc la vocation première, c'est ça, c'est quand même de refaire vivre un petit peu nos localités avec les compétences de ceux qui y habitent. Et puis la troisième question, la question de l'euro actuellement qui est au centre des préoccupations, pour moi, elle est victime d'une contradiction par nature, parce qu'on ne peut, selon moi, créer une monnaie unique que si on est dans un contexte de solidarité et de coopération, parce que vouloir mettre une monnaie unique en œuvre dans un espace comme l'Europe, où il y a tellement de disparités, tant dans les cultures que dans les niveaux économiques, et des échanges et des revenus, etc., que ça ne peut que déboucher sur des inégalités comme telles qu'on les voit actuellement et qui ne peuvent pas être résolues parce qu'on reste justement dans une valeur supérieure de la compétition et de la concurrence. Si on avait choisi dès le départ une monnaie unique, mais avec une véritable solidarité et coopération à l'intérieur de la zone euro, alors je pense que l'euro aurait été solide et un véritable outil d'épanouissement pour tous. Malheureusement, ça n'a pas été le choix. Là, on va vraiment à la catastrophe parce qu'il n'y a pas de solution telle qu'elle nous est proposée. Peut-être qu'il serait intéressant justement de retourner à une monnaie commune, c'est-à-dire que ce serait une monnaie de transactions internationales, mais chaque pays à l'intérieur de la zone euro pourrait reprendre une monnaie nationale et rejouer sur les dévaluations et sur les parités internes des monnaies pour pouvoir s'adapter aux contraintes et aux déséquilibres. Mais ce n'est pas ce qui m'enthousiasme le plus. Dans le dernier livre que j'ai publié avec André-Jacques Holbeck chez Yves Michel, c'était une monnaie nationale complémentaire, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, avec le traité de Lisbonne, on est ficelé. La Banque centrale européenne n'a pas le droit de financer les besoins directement des États. Et donc la proposition, c'est tout simplement de dire, lançons en plus de l'euro nationalement une monnaie de type monnaie locale, mais qui serait exclusivement dédiée
à des actions et à des projets dont la finalité est l'amélioration de la qualité de la vie et non pas le profit financier. C'est-à-dire on créerait à côté du secteur marchand un nouveau secteur économique, mais dont le but ne serait pas le profit financier, mais le bénéfice sociétal, donc tout ce qui peut améliorer la qualité de la vie. Et les projets qui émergeraient de tout ça, du débat public planchant sur qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre qualité de vie localement, se traduiraient par des projets qui seraient financés par émission sans intérêt et par la nation de cette monnaie. Donc ça libérerait d'un seul coup un nouvel espace, ça donnerait une activité à tous ceux qui sont marginalisés et qui n'ont pas d'activité actuellement, donc beaucoup d'épanouissement, un revenu cette fois décent en intégrant tout le monde dans la société, ça permettrait de prendre à bras-le-corps toutes les grandes questions de l'écologie et donc ne pas attendre que quand on aura des sous, une fois qu'on aura remboursé nos dettes, on pourra y penser, et ça pourrait rééquilibrer complètement les choses et régler même cette question de la dette, puisque au lieu de s'endetter toujours auprès des marchés financiers pour financer tout ce qui est de l'ordre du qualitatif, eh bien là on pourrait émettre notre monnaie sans avoir du tout recours ni à l'emprunt ni à l'impôt. Donc il y a un vaste paysage qui est ouvert. Je crois que c'est au cœur des débats. Alors on peut dire que c'est complètement utopiste aujourd'hui, tel que l'environnement est, et particulièrement l'environnement politique. Ça ne fait rien. Il faut toujours planter une graine. Il faut savoir que nous ne sommes pas condamnés à l'austérité, nous ne sommes pas condamnés au marché financier, nous ne sommes pas condamnés à être enfermés et tués par la dette, nous ne sommes pas condamnés à subir les crises que nous avons. Nous avons tous les outils, encore une fois, entre les mains. Seule la volonté politique manque. À nous, les citoyens, de l'avoir et d'y croire. Merci.